Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Je suis contente parce que début mai j'ai eu vraiment un gros creux de lecture. Alors ça s'explique par plein de choses, ma vie perso etc, mais je vais pas y revenir. Mais vraiment j'ai eu je pense 2 semaines où j'ai quasiment pas lu et ça a été un peu compliqué au mois de mai en termes de lecture. Et là, avec le mois de juin, j'ai retrouvé un rythme de lecture et une habitude, enfin des habitudes de lecture. Donc je suis contente, vraiment je suis contente d'avoir retrouvé ça. Là c'est du coup mes lectures du mois de mai. Il y en a une je pense qui s'est étalée sur pas mal tout le mois. Et les deux suivantes que j'ai fait à la toute fin du mois de mai, quand vraiment j'ai repris un bon rythme de lecture. Et puis du coup il y aura ma première lecture du mois de juin, et dans l'ensemble on est sur un assez bon update. Je vérifie, mais ouais, il n'y a pas de grosse catastrophe dans cet update, donc c'est plutôt cool. Trêve de blabla, on y va avec le premier livre qui est donc La guerre des clans, le tome 2 du cycle 2, donc Clair de Lune de Erin Hunter, et franchement j'ai beaucoup aimé ce tome là. C'est un peu compliqué de vous résumer la saga, donc ici on est au 2e cycle. Mais vous pouvez lire le 2e cycle sans avoir lu le premier cycle, donc je vais résumer le 2e cycle comme si c'était le premier en fait. Donc si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas si vous avez commencé la saga, etc. Bref, ici on rencontre plusieurs chats au début de ce 2e cycle. On connaît déjà si on a lu le premier évidemment, mais qui vivent donc dans le clan du tonnerre. Donc on est dans une forêt divisée en 4 clans. Le clan... attendez, je vais le faire avec le livre parce qu'à chaque fois je galère. Il y a le clan du tonnerre, le clan de la rivière, le clan de l'ombre et le clan du vent. Donc voilà. Donc voilà, il y a plusieurs chats par clan à chaque fois. Il y a un chef de clan, un lieutenant, des guerriers, des guerrières... Enfin bref, pas mal de chats différents. Et dans le cycle 1, on s'est vraiment concentré sur un des clans. On a un petit peu découvert les autres clans, mais on est vraiment resté au sein d'un des clans, donc le clan du tonnerre, dans le cycle 1. Et ici, au début du cycle 2, on va prendre un chat ou deux par clan. On va les rassembler et on va les envoyer dans le tome 1 dans une quête. Ils vont faire équipe, ce qui n'est pas... commun, enfin ce qui n'arrive jamais au sein des clans. Les chats restent vraiment au sein de leur clan, font équipe au sein de leur clan, font des bébés, etc., sont en couple, chacun de leur côté, mais il n'y a pas de groupe comme ça, interclan, qui se forme, alors que c'est ce qui se passe au début du tome 1. Il y a ce groupe de guerriers, d'apprentis, enfin ils ont des âges différents et des fonctions différentes au sein de leur propre clan. Et donc ils se rassemblent pour effectuer un voyage, une vraie quête de fantasy au cours du tome 1. Et dans ce tome 2, donc Clair de Lune, on a toujours ce groupe de chats en train de mener la quête, et en même temps, les clans se posent des questions. Où sont partis les chats? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Et au cours de ce tome 2, il y a pas mal d'événements qui vont arriver dans la forêt, des événements provoqués par les humains que les chats n'apprécient pas franchement. Et les chats en fait essayent de comprendre ce que sont en train d'essayer de faire les humains, mais ne peuvent pas voir l'ampleur des dégâts que sont en train de causer les humains avec leur cerveau de chat et avec leur vie quotidienne. Ils peuvent pas imaginer ce qui va se passer. Nous en tant que lecteur lectrice et moi en tant qu'adulte, évidemment je vois et je sais ce qui va se passer pour cette forêt et pour ces chats, et on comprend donc tout le but de la quête générée dans le tome 1. Franchement j'ai adoré cet univers. Là à résumer ça a l'air très compliqué et très complexe, et en vrai ça l'est parce qu'il y a beaucoup de chats, beaucoup de points de vue, beaucoup de personnages différents et pas mal d'enjeux. Mais ça reste très bien écrit, très bien construit, très bien mené, et on n'est pas perdu à la lecture. Vraiment, à résumer, c'est assez compliqué, mais à la lecture, t'es pas perdu. Il y a même pas mal de passages assez lents où l'autrice prend le temps, parfois un peu trop à mon goût, mais ça reste mon avis personnel, et ça reste quand même une saga que j'aime beaucoup dans l'ensemble. Là, j'ai pas prévu de lire le tome 3 tout de suite, je sais même pas s'il est dans ma palle, il faudrait que je vérifie. Mais peut-être que j'avancerai dans la saga pour le Pumpkin, parce que j'aime beaucoup. On est quand même sur 330 pages, et c'est pas des livres que je lis rapidement, c'est pas vrai. En général c'est des livres qui traînent un petit peu et que je vais étaler sur plusieurs jours, et en parallèle je vais lire autre chose.
mais j'adore cet univers et en fait j'aime bien rester plusieurs jours justement dans cet univers avec ces chats, avec tous les événements, tous les éléments et tout. Vraiment je trouve ça hyper chouette. Ensuite j'ai avancé dans une autre saga jeunesse qui n'a rien à voir pour le coup, donc c'est Amelia Fang la vampirette, ici le tome 4, le goûter complètement fabuleux de Laura Ellen Anderson, et je vais répéter ce que j'ai dit pour le tome 3, j'adore me laisser surprendre par l'imagination de l'autrice. Je pense vraiment qu'elle a une touche très originale en jeunesse, qu'elle a cette capacité de construire une histoire et une narration où t'as l'impression que c'est du vu et du revu, et quand tu le lis en tant qu'adulte tu te dis ouais c'est bon, il va se passer ci et ça et comme ça et tout, et c'est ok tu vois, et en fait pas du tout. Elle me balade à chaque fois, elle apporte un élément totalement nouveau, il y a un espèce de twist que je vois jamais venir à chaque fois, et je trouve ça absolument génial à mon âge et avec tout ce que j'ai lu en adulte ou en jeunesse. Réussir à me faire surprendre dans chaque tome d'une saga jeunesse, c'est franchement très fort et j'adore. Donc dans cette saga on suit Amelia qui est un vampire, elle est née vampire dans une famille de vampires et elle vit la nuit. Avec tout un tas d'autres créatures. Ses deux meilleures amies sont un Yeti et le fils du faucheur, tout simplement. Voilà, donc ils vont à l'école la nuit, etc. Tout leur quotidien est la nuit. Et il y a le pendant de cet univers, donc l'univers de jour, avec les animaux dits gentils, donc de jour, donc les fées, les licornes, etc. etc. Amelia et ses amis ont peur de ces animaux-là, hein, dans cet univers. Pour eux, tout est inversé. Eux, ce sont les gentils, les vampires, etc. c'est les gentils, et les fées, c'est les méchants pour eux. Voyez. Et donc dans chacun étape il y a une aventure avec ses amis, etc. Et c'est vraiment très chouette. Ici c'est les vacances, un peu les grandes vacances d'été je dirais. Et Amelia et ses amis partent en camp de vacances pour 1 ou 2 semaines. Je ne sais plus, ils sont très contents, très excités, etc. Sauf que le voyage ne va absolument pas se passer comme prévu pour Amelia et quelques-uns de ses amis. Franchement j'adore. J'adore cette saga, c'est illustré, donc ça c'est Amelia, vous voyez. Et il y a aussi des pages, il y a des pages comme ça où il n'y a quasiment pas de texte, et puis il y a des pages noires écrites en blanc. Voilà, comme ça. J'adore. Franchement j'adore cette saga, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Les illustrations sont absolument géniales, et Laura Ellen Anderson est une autrice absolument fantastique. Non, vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus, j'adore. Ensuite, le tout dernier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est Inca de Vincent Portugal. Franchement, je l'ai commencé parce que j'avais rien à faire à ce moment-là. Et je l'ai commencé, je vous ai expliqué ça en vlog, dans des conditions franchement pas optimales pour commencer un livre fantastique comme ça. Mais j'ai bien aimé, et au final, je l'ai quand même lu assez rapidement. J'ai d'ailleurs oublié mon marque-page dedans, je vais l'enlever. C'est un bon livre, je dirais, pour commencer tout ce qui est fantasy, fantastique, univers comme ça. Le début était un peu lourd pour moi à lire, j'en ai aussi pas mal parlé en vlog, mais j'ai quand même réussi à aller au-delà de ça, à continuer le livre après et à le terminer. Et franchement c'était sympa mais sans plus, je dirais. Ici on va rencontrer 2 personnages. D'abord on rencontre Jal. C'est un jeune homme, un guerrier. Il t'explique qu'il vient d'un village où tout le monde a été massacré, décimé par des soldats, et qu'il veut se venger. Pour lui, le responsable de ce massacre, c'est l'Inca. L'Inca, c'est un peu l'empereur du royaume, enfin le roi, enfin bref, vous avez compris, le dirigeant du royaume. C'est lui qui décide des lois, c'est lui qui est à la tête de tout ça. Et en plus de ça, il y avait pas mal une part religieuse derrière tout ça. L'Inca est très croyant, les dieux Inca, tout ça, etc. Et l'Inca est le symbole même des dieux. En fait, il est désigné par les dieux, un peu. Et donc, la religion a vraiment beaucoup d'importance dans son règne et dans le quotidien des gens, en fait. Les croyances sont vraiment quasiment obligatoires, et c'est ce que j'ai un peu de mal à... En fait, il y a 2 choses que j'ai du mal à tolérer avec la religion, je dirais.
Premièrement, l'imposition de la religion à des gens qui n'ont rien demandé, ça me dépasse. Et deuxièmement, l'utilisation de la religion comme justification de tout et n'importe quoi, ou pire, comme excuse. En mode « Oh, j'ai fait quelque chose de mal, c'est pas grave, je vais aller prier, ça ira mieux. » Bah, ça changera rien à ce que t'as fait, en fait. Vous voyez ce genre de comportement très déviant, et en fait, avec la religion comme ça, tu peux faire n'importe quoi, ensuite tu vas prier, tu fais tes... Je vous salue Marie, notre Père, pour le christianisme en l'occurrence, ou autre chose pour les autres religions, hop, c'est plié. Dans ces cas-là, tu peux faire tout et n'importe quoi et t'excuser comme ça, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Ou alors, tu peux faire des choses absolument horribles et terrifiantes et dire « Ah bah oui, mais c'est les dieux qui m'ont demandé de le faire ». C'est un peu ce qui se passe ici avec un certain personnage et ça a tendance à fortement m'agacer. Mais bref, donc on a ce personnage, Jal, qui veut se venger de Linka et qui décide d'aller dans la ville où vit Linka le jour d'une grande procession religieuse, d'une grande... oui, enfin c'est un grand rassemblement religieux orchestré par Linka et dirigé par Linka. Et il se dit que c'est de manière assez bizarre en fait, c'est pas du tout intuitif, mais pour lui c'est le moment où Linka va être le plus vulnérable, le plus accessible, et donc c'est à ce moment-là qu'il va tenter de se venger, de le tuer. Et de l'autre côté, on a Intia. Intia, c'est non seulement une des filles du Temple du Soleil, voilà, il y a des jeunes filles qui sont rattachées au Temple du Soleil et qui gravitent autour de Linka. C'est un peu comme des... Moi je les vois un petit peu comme des bonnes sœurs. Vous voyez, elles sont enfermées un peu dans le château, un peu comme dans un couvent, et puis elles prient, elles font beaucoup de choses pour Linka au quotidien, mais c'est des femmes, elles n'ont pas de pouvoir... Voilà, donc non seulement elle fait partie de ce temple, mais aussi et surtout, elle est la fille de Linka. Et donc Intia, comme toutes les autres filles du Temple du Soleil, est présente autour de Linka au moment de la procession religieuse. C'est un peu comme, faut imaginer ça, enfin moi j'ai imaginé ça un peu comme le pape au Vatican, vous voyez, avec toute cette foule devant lui, sauf qu'il n'est pas sur son balcon en haut, il est vraiment en bas devant la foule, avec derrière lui tous les prêtres et toutes les filles du soleil, toute la procession religieuse, enfin tous les membres vraiment religieux près de lui, et donc il fait son espèce de discours, etc. Bref. Donc elle est là à ce moment-là, et donc tout ce petit monde est là au moment où Jal fait ce qu'il a à faire, ou tente de faire ce qu'il a à faire. Suite à ça, il va se passer un espèce de mouvement de foule, évidemment, pour protéger Linka déjà, et puis pour mettre à l'abri toutes ces personnes qui sont derrière lui et autour de lui. Et après ça, il y a donc ce fameux personnage, le prêtre, qui va prendre le dessus. Linka n'est pas en capacité de prendre des décisions à ce moment-là. Et donc c'est le prêtre qui va prendre ses décisions et prendre le pas sur tout le monde. Tout le monde est un peu paniqué, personne ne sait vraiment trop quoi faire, donc c'est un prêtre de la religion assez important quand même, donc tout le monde le suit, tout le monde l'écoute, vous voyez. Et après ça, donc on a d'un côté Jal et de l'autre côté Intia. Intia va aussi découvrir qu'elle est capable de faire des choses en rapport avec la religion qu'une femme n'est pas censée être capable de faire. On est dans un univers quand même très sexiste, très misogyne, où les hommes ont le pouvoir, les hommes sont bénis des dieux, envoyés par les dieux, machin bidule et tout. Les femmes n'ont pas ces pouvoirs-là et n'ont pas ces trucs-là. Et pire que tout, évidemment, vous vous en doutez, une femme qui montre des pouvoirs donnés par les dieux est une sorcière, est horrible. Il faut... En fait, ce qui bénit un homme parce que c'est le don des dieux, pour une femme, ça marche pas comme ça. Elle n'est pas censée avoir des pouvoirs. Si elle en a, c'est très mal vu et il faut la dégager. En gros. Et donc India va se rendre compte de ça, qu'elle a ces pouvoirs-là, etc. Et elle sait pas quoi faire. Elle voit le prêtre assez mal agir. D'un autre côté, les pouvoirs qu'elle a pourraient aider son père, mais c'est contraire à tout ce qu'on lui a toujours appris. Et puis il y a Jal, ce fameux guerrier, qui en veut à la vie de son père, mais qui en même temps propose de l'aider. Donc elle est un peu partagée, c'est un peu bizarre. Et on va suivre tout ça, cette avancée. C'est quand même assez bien fait, c'est quand même assez chouette. Par contre, c'est un peu rapide. Le livre fait 300 pages, je crois. On aurait pu faire cette histoire en... Non, il fait 230 pages. Ah oui, c'est très rapide quand même. Donc voilà, on aurait pu aller à
350-400 pages pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus d'éléments, que ce soit un peu moins facile parce qu'il y a des décisions qui sont prises par les personnages et des événements qui se passent très rapidement alors qu'on aurait pu prendre un peu plus le temps. Je sais, je râle beaucoup sur les livres qui prennent trop de temps et qui sont trop lents. Là, je râle pas parce que c'est trop rapide, mais rajouter 50 pages... En fait, rajouter 50 pages à un livre qui fait déjà 400 pages pour apporter quelques petits détails, alors que c'est déjà un peu long, je trouve ça nul. Mais là, le livre fait même pas 250 pages, donc on aurait largement pu rajouter 50, 60, voire 70 pages pour atteindre les 300. Et avoir plus d'éléments, avoir des personnages qui prennent un peu plus leur temps et qui se précipitent un peu moins. Parce que là, on parle quand même de deux ennemis qui se rencontrent et échangent. Et bah, ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'ils se mettent d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de parler sans trop spoiler, ça devient un peu compliqué. Enfin bref, j'ai bien aimé, c'était sympa. Je suis pas fan de l'aspect religion du début, mais c'est vraiment que au début et après on n'en parle quasiment plus. Donc dans l'ensemble ça a été. Et le premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est bien évidemment un des livres que j'ai lu sur le week-end d'Amil que j'ai fait. Et donc c'est Zombies Derby, le tome 2, Rien ne va plus, de Marie Pavlenko et Carole Trébor. Dans cette saga, on suit donc tout un groupe de petits zombies qui vivent dans le vieux cimetière d'un petit village français. Il y a un nouveau cimetière qui a été construit à côté. Donc du coup là on parle vraiment de personnes décédées il y a longtemps. Et donc on a des enfants zombies parce qu'ils ont eu des maladies quand ils étaient enfants. Et du coup bah, comme ils sont... genre la tuberculose et des trucs comme ça, vu que c'était dans les années 1800 je pense, voire avant, il n'y a pas de traitement, donc ils sont décédés. Il y a aussi un bébé malheureusement, puis il y a des hommes, des femmes de tout âge et d'époques différentes. C'est assez cool à suivre, vraiment j'adore ça. Et donc ce cimetière dans ce petit village est menacé. Il y a des grosses machines qui viennent s'installer tout près du cimetière au début du tome 1. Grosse machine, on sait ce que ça veut dire. Et quand on avance dans l'histoire, on a le point de vue des humains qui vivent là et qui sont à l'origine de ces grosses machines. Et donc on sait ce qu'ils veulent faire. Mais les zombies, eux, n'ont pas d'infos et ils savent pas trop qu'est-ce que c'est que ces machines. On a ce côté de... pour eux, les machines sont vivantes, limite, et pourraient bouger d'elles-mêmes, genre en pleine nuit. Pour eux, la machine, ils y font attention parce que peut-être qu'elle peut bouger, alors que pas du tout. La machine, elle est conduite par un humain. Donc à 4h du matin, l'humain, il dort, quoi. Tu vois, mais eux, ils savent pas. Ça crée ce genre de décalage, etc. Et on a aussi un petit garçon qui s'appelle Romain, qui vit dans ce village-là, et qui va, par hasard, vraiment, au début du tome 1, rencontrer les zombies. En plus, il les rencontre un soir de Halloween, donc pour lui, c'est pas choquant plus que ça. Mais il va vite se rendre compte que, Halloween ou pas, les zombies sont des zombies. On les a ici. Je vais vous montrer. Ça, c'est nos personnages. C'est exactement la même image que je vous ai montrée dans le week-end Amil, hein, dans le vlog du week-end Amil, évidemment. Et donc, dans le tome 1, toute la question c'est qu'est-ce que font ces machines-là, qu'est-ce qu'elles veulent, et comment on fait pour les faire partir. Dans ce tome 2, la question c'est les machines sont là, mais si on agit trop vite et trop rapidement, les humains vont découvrir qu'on est là, et là, ça serait vraiment compliqué. Donc il y a une espèce de guerre qui s'installe entre les humains et les zombies, sachant que les zombies n'ont pas conscience que les humains auraient peur d'eux s'ils les voyaient. Eux, tout ce qu'ils se disent, c'est s'ils nous voient, ils vont nous chasser, en fait. Alors que c'est pas vraiment la réaction des humains, que les humains auraient. Franchement, j'adore cette saga. Vraiment, au fil des pages et des tomes, on en apprend aussi un peu plus sur pourquoi les zombies sont dans ce cimetière, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi dans le cimetière juste à côté il n'y a pas de zombies, pourquoi c'est vraiment juste ici, dans ce vieux cimetière là. C'est des questions que les zombies se posent pas forcément, mais auxquelles on a les réponses, parce que moi je me les pose en tant que lectrice, donc j'ai trouvé ça chouette d'avoir ces réponses là, et c'est très bien écrit, c'est très bien construit, c'est illustré et ça se lit vraiment extrêmement rapidement, c'est absolument génial. Et alors le suspense à la fin de ce tome 2, non mais sérieux, non mais Marie Pavlenko, on ne fait pas ça à la fin des bouquins jeunesse, ça se fait pas. J'ai le tome 3 dans ma palle,
je l'ai pas mis dans ma palle du mois de juillet. En fait, je l'ai précieusement gardé pour le pumpkin, donc je pense que je le mettrai dans ma palle soit de septembre, soit d'octobre, et que je lirai ce tome 3 qui est le dernier de la saga en plus, voilà, d'ici la fin de l'année, comme ça j'aurai lu la saga complète dans l'année, ce qui est pas mal, ce qui est chouette. Et ouais, franchement j'adore cette saga. C'est de nouveau une petite saga jeunesse avec des créatures qui font peur, à savoir les zombies. Mais ici, les zombies sont gentils. C'est vraiment pas du tout terrifiant pour les enfants. C'est absolument génial. Je vous avoue que j'ai fait face à quelques péripéties pour pouvoir venir à bout du tournage de cette vidéo. J'espère que ça s'est pas trop vu après montage et que vous aurez quand même passé un bon moment en m'écoutant. Je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.